Merci d'avoir choisi le 12-13 en Lorraine et bonjour à tous. Éducation d'abord. Pour ouvrir ce journal, il y a pénurie de candidats pour les métiers dits manuels. À l'IFOL-le-Grand, où l'on forme à l'industrie de l'ameublement, on tente par tous les moyens d'attirer les jeunes, des métiers délaissés qui sont pourtant porteurs d'emploi. David Bailly, Bruno Courteau. En rouge, les formateurs. En bleu, les apprentis. Dans l'atelier de l'AFPIA, on travaille ensemble mais on manque d'élèves. Dans ce centre de formation au métier de l'ameublement, on compte 45 apprentis. On pourrait en accueillir le double. Seulement voilà, il n'y a que très peu de candidats. On a également une méconnaissance des métiers, l'ébénisterie, la tapisserie. Voilà, il se peut que on dise nous on forme des tapissiers. Ah, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ces métiers encore recrutent. On a des demandes dans ces métiers-là. Pour preuve, actuellement, nous avons 80% de placements à l'issue de nos formations, sur l'ensemble de nos formations, ce qui n'est pas négligeable. Donc on ne forme pas des apprentis pour devenir chômeurs, entre guillemets, mais bien salariés et avoir des contrats à l'issue de leur formation. Christophe, 24 ans, a quitté le lycée général et a obtenu ici son CAP d'ébéniste. Aujourd'hui, il continue les études, il est en BTS. Maintenant, moi j'ai voulu avoir une espèce de spécification dans mon métier, dans la commande numérique, donc c'est pour ça que j'ai repris le BTS. Mais oui, il n'y a pas de souci, je pense, pour avoir du boulot. Aucun problème pour trouver du travail, aucun souci pour varier les orientations. Les filières dites manuelles proposent de nombreux choix. Cécile, 20 ans, en est parfaitement consciente. J'ai différentes possibilités. Je peux continuer mes études avec un DMA par exemple, donc un diplôme des métiers d'art, comme je pourrais aller en BTS ou alors demander d'être embauchée par mon entreprise. L'IFOL-le-Grand, capitale du siège et du meuble de style, emploie aujourd'hui 250 personnes sur place, mais l'industrie d'ameublement française continue à recruter et peine toujours à attirer les vocations. La menace planait depuis longtemps, mais c'est désormais officiel. La SNCF a annoncé l'arrêt de la ligne TER numéro 14 qui relie Nancy à Merey avec des bus de substitution entre Pont-Saint-Vincent et Contrexéville. Un coup dur pour l'Ouest vosgien qui suscite la colère du député Christian Franqueville, bien décidé à ne pas en rester là. Écoutez-le. On avait déjà dit on va ralentir le train parce qu'il ne peut plus rouler à une vitesse raisonnable sur cette portion-là. Puis aujourd'hui, la sentence est tombée hier. On dit cette ligne va tout simplement s'arrêter. La SNCF ne peut pas nous lâcher et bien évidemment, j'organiserai avec d'autres bien sûr des mobilisations très fortes. Ça se traduira par des actions comme nous avons fait pour maintenir des arrêts de train à Neufchâteau. Nous n'accepterons pas d'être des citoyens sans service public dans ce domaine des transports. Le lancement officiel de la campagne hivernale des Restos du Cœur aura lieu le 22 novembre prochain, mais d'ores et déjà, la collecte d'hiver est lancée. Près de 400 bénévoles sont mobilisés ce week-end dans toutes les grandes surfaces vosgiennes. Exemple à Épinal, avec Jean-François Didier et Boris Kratchmar. C'est parti pour tout le week-end pour la collecte d'hiver 2016 dans les Vosges. Merci beaucoup. Dominique, bénévole depuis qu'elle est en retraite, informe les clients et récolte leurs dons tout au long de ces 3 jours. Elle est relayée par Roger et Claude qui viennent charger les dons sur ce chariot, puis dans la fameuse camionnette des restos. Sur le département, répartis dans 26 centres, ils sont entre 300 et 400 bénévoles. Contrairement aux idées reçues, ils bossent vraiment 365 jours par an. Les restos sont ouverts toute l'année, donc 16 semaines en hiver et 36 semaines en été. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent tous les jours vous voir? Il y a des gens qui viennent toute l'année nous voir. Alors en hiver, c'est tous les gens qui peuvent accéder à l'aide alimentaire et en été, c'est les plus démunis, donc les gens qui sont en dessous de la moitié du barème de l'hiver. Les dons alimentaires sont stockés ici à Épinal, dans l'immense hangar des restos. Des dizaines de tonnes à répartir avant la distribution qui démarre le 22 novembre et qui, il est bon de le rappeler, s'adresse vraiment à tout le monde. Certaines villes, comme Épinal, accueillent des demandeurs d'asile ou des réfugiés politiques. Donc des gens qui n'ont pratiquement pas de revenus. Donc été comme hiver, il faut qu'on puisse répondre, puisque pour Coluche, ce n'était pas du tout une histoire de nationalité, c'était une histoire de tout le monde a le droit de bouffer. Plus que jamais, les restos comptent sur vous, sur nous, et si vous avez du temps, des bras, les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus.
À Rosbruck, en Moselle, une quarantaine de maisons sont impactées par les affaissements miniers. Le dossier est entre les mains de la justice, mais une expertise d'un nouveau genre va s'intéresser au mal-être d'un couple de propriétaires. Christophe Gaumont et Sébastien Roch. Quand on rentre dans la maison de Joël et de Gaston Piry, une étrange impression très désagréable vous envahit immédiatement. Une sensation de mal de mer ou de quelque chose qui cloche. Pas étonnant, car leur habitation penche de plus en plus. Il y a désormais une différence de niveau du sol de plus de 44 cm entre les extrémités du bâtiment. Les billes semblent s'en amuser, les occupants beaucoup moins. Vivre dans une maison en pente, c'est pas possible. On peut pas s'y habituer. Vous avez des portes qui claquent, vous avez des fenêtres qui ne s'ouvrent plus. Mais en fait, c'est tout le quotidien de votre vie qui change. Nos invités, quand ils viennent ici, bien souvent ils me disent « Écoute, je viens plus chez toi parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. » Et c'est justement pour apprécier ce mal-être que le tribunal de Sarreguemines vient de confier à un neurologue de Metz une expertise pour évaluer l'impact sur la santé de cette maison qui penche. Une expertise qui viendra en complément des procédures engagées depuis de nombreuses années pour tenter d'indemniser la perte de valeur de la maison. Il faut aussi se pencher sur une véritable question qui est une question de fond, qui est une question de santé publique, à savoir quel est l'impact pour un être humain de vivre dans un habitat dégradé en pente, alors que depuis l'histoire de l'habitat humain, l'histoire de l'architecture, jamais aucune construction n'a été construite en pente. Une chose est sûre, la maison de Joël et de Gaston, comme celle de ses voisins directs, est désormais invendable. D'autant plus qu'elle vient d'être placée en zone rouge face au risque d'inondation. Le couple ne rêve que d'une chose, être exproprié pour retrouver une maison normale. À Liverdun est implanté un établissement de services d'aide par le travail avec une particularité. Ces travailleurs sont les seuls en France à fabriquer des cannes blanches pour les non-voyants. Très innovante, elle teste d'ailleurs une nouvelle canne à ressort. Thierry Pernin et Delphine Laondé. Après avoir testé Canneflex, la nouvelle canne blanche assemblée au domaine des eaux bleues, Dimitri nous donne ses premières impressions. Apparemment très légère, une tenue en main qui est bien parce qu'elle épouse la forme de la main. Ça éviterait de prendre le pommeau de la poignée dans l'estomac. On peut la mettre à différentes tailles, donc c'est bien aussi. Canneflex est le fruit des observations et des remarques des utilisateurs. On est devenu le dernier fabricant de cannes blanches en France, cannes longues de locomotion, attention, hein, une technologie bien aboutie, bien arrêtée, avec cette difficulté qu'il faut s'adapter à la taille des personnes, à leurs souhaits. Donc notre catalogue s'est énormément étoffé sur les 10-15 dernières années. Et là, avec ce produit, on essaye d'avoir une réponse qui, nous, en tant que petite industrie, on va dire, nous optimise certains postes. L'ESAT de Liverdun emploie 45 salariés handicapés déficients visuels, dont 6 sont dédiés à la production de cannes. 3000 y sont assemblés par an, soit environ le tiers de ce marché en France. Avec cette innovation, on est partagé entre dire bon, ça nous permettra de rester à 3000, tout simplement, parce que il faut rester toujours à flot, ou alors on va peut-être doubler, ça j'en sais rien, mais ça, dans les 5 ans à venir, il faut rester raisonnable. Canneflex fait l'objet d'une phase de test jusqu'à fin décembre, avant d'entrer en commercialisation. La Lorraine, terre de truffes, particulièrement en Meuse, du côté de Commercy. Et c'est à Boncourt-sur-Meuse que l'on trouve également la maison de la truffe. Il faut aussi désormais compter avec le plateau de Brabois où est implantée la Sylvie Truffière expérimentale de l'INRA. En pleine saison de la truffe, elle ouvre ses portes au public ce week-end. Benoît Bourg avec François Bobet. Allez, cherche la truffe. Allez Mila, vas-y. Mila est une jeune chienne de race Lagotto. À seulement 6 mois, elle est déjà experte dans l'art de découvrir des truffes, comme cette Tuber estivomacinatum, plus communément appelée truffe de Bourgogne. On la trouve en automne dans les milieux forestiers du Grand Est, notamment en Lorraine. Ah bah voilà, c'est bien ma belle, c'est bien. Voilà. Depuis le haut Moyen-Âge, il y a un commerce de truffes, il y a des ventes de truffes, et tout ça, ça s'est perdu au début du XXe siècle, entre les deux guerres, entre les deux grandes guerres. Voilà.
Essence d'arbres, sol et climat favorable, la Lorraine est une région adaptée à la culture de la truffe. Même si la référence reste sa cousine périgourdine, Tuber incinatum possède bien des qualités. Les truffes qu'on trouve en Lorraine, ce sont des truffes d'automne. Les deux espèces, c'est la truffe de Bourgogne et la truffe de Meuse. Ce sont deux espèces de truffes qui sont mûres de septembre à début janvier. Voilà. Et ces deux espèces de truffes ont la particularité d'avoir un parfum différent, une qualité de parfum différente qui vont être utilisées différemment aussi dans les plats. Et c'est ça qui est intéressant. Ce week-end, l'INRA ouvre les portes de sa sylvitruffière expérimentale à Brabois. Plusieurs feuillus précieux y cohabitent avec des espèces truffières, un concept unique en France. Autre expérience menée par l'INRA en collaboration avec l'Université de Fribourg en Allemagne et l'Institut de Zurich en Suisse. Elle concerne l'écosystème forestier et les produits liés à la forêt. Cette recherche est capitale pour anticiper et accompagner le changement climatique et son impact sur les forêts. C'est l'objectif depuis 10 ans du réseau NFZ Forest qui réunit 7 institutions européennes. L'étude et la gestion de nos forêts, c'est un dossier signé Éric Molotov, Olivier Bouillon et Alain Thierry. À la recherche de Cenococcum geophyllum. Inutile d'arpenter la forêt pour découvrir ce champignon. Il n'a aucune valeur gastronomique. Pour le trouver, il faut plonger sous la terre dans le système racinaire des arbres. Cenococcum geophyllum entretient avec les arbres une relation de solidarité très poussée. L'arbre lui donne du sucre et en échange reçoit de l'azote, des phosphates et de l'eau indispensables à sa survie. L'enjeu de la recherche ici est capital. Comprendre le mode de communication entre ces deux êtres permettrait de faire face au réchauffement climatique et à son impact sur nos forêts. On le trouve en interaction un peu partout au monde et souvent dans des zones avec des conditions un peu difficiles. Et donc on sait depuis longtemps que Cenococcum apparemment c'est un champignon qui peut un peu protéger les arbres contre la sécheresse. L'étude de la communication chimique entre ce champignon et l'arbre est l'un des nombreux projets menés en commun par NFZ.Forestnet. Ce réseau créé en 2006 regroupe 7 institutions, universités et centres de recherche à Nancy, Fribourg en Allemagne et Zurich en Suisse. On partage des forêts assez similaires avec beaucoup de forêts publiques. Dans le cas de la France, du nord-est de la France et du Bade-Württemberg. On a des forêts plutôt de plaine avec beaucoup de feuillus qu'il faut valoriser, qui posent des questions intéressantes en termes de valorisation, et des forêts de moyenne montagne à base de conifères. Cette expertise dans le domaine de l'écosystème et des produits liés à la forêt attire de nombreux étudiants-chercheurs étrangers. Il n'est pas rare de voir à l'INRA se croiser jusqu'à 40 nationalités. Mayra de Freitas Pereira est brésilienne. Elle a choisi Nancy pour sa formation post-doctorat. Ici, on a la plus grande équipe des chercheurs qui travaillent vraiment sur cette interaction. Et c'est un des plus grands centres vraiment dédié à cette association, donc c'est pour ça. C'est vraiment, ça m'a toujours inspiré à lire les papiers et connaître un peu de la recherche de l'INRA Nancy. Comprendre les mécanismes qui régissent l'adaptation et l'évolution des forêts. Prévoir les réponses au changement climatique et d'usage des sols. Mettre au point des méthodes de gestion sylvicole adaptées. Tels sont les défis qu'entend relever le réseau Nancy-Fribourg-Zurich. Le SLUC en pleine crise sportive et financière depuis le début de la saison a un nouveau président depuis ce jeudi. Il s'appelle Marc Barbet. Ce chef d'entreprise partenaire du club depuis 25 ans espère sauver les Cougars de la relégation. Mais attention, ses moyens et sa marge de manœuvre sont limités. C'est ce que nous expliquent Johan Rodier et Éric Bertrand. C'est le nouvel homme fort du SLUC Nancy Basket. Marc Barbet, chef d'entreprise de 57 ans et ancien pilote de rallye, va tenter de remettre les Cougars sur la bonne voie. Élu président ce jeudi après avoir assuré l'intérim pendant 1 mois suite à la démission surprise de Christian Fra, le Nancéen a une lourde mission, sauver le club de la relégation.
Le court terme, c'est quoi? C'est un objectif sportif, un objectif économique. L'objectif sportif, il est clair. Malgré ce début de saison catastrophique, c'est le maintien en proie naturellement, puisqu'il y a projet d'avenir s'il y a un maintien en proie. Ensuite, c'est un projet économique, puisque nous sommes mis garants auprès de la DNCG d'être à l'équilibre cette année au niveau des comptes. Lanterne rouge de Pro A avec un bilan de 5 défaites pour une seule victoire, Nancy est au plus mal et la marge de manœuvre du nouveau président est très réduite. La masse salariale du club, en baisse de 30% par rapport à la saison dernière, est encadrée. Impossible donc de renforcer l'effectif à moins que certains joueurs défaillants acceptent de partir. Cette semaine, Marc Barbet et le directoire du SLUC ont fixé des objectifs de résultats à Alain Weiss, un entraîneur au pied du mur. On maintient une confiance aujourd'hui forte et totale avec Alain et on a demandé à ce que les joueurs continuent, le staff continue sur le travail. Si vous venez aux entraînements, vous verrez que tout le monde travaille énormément. Tout le monde est mobilisé pour changer la donne, changer la situation. Ensuite, si cette situation n'évolue pas, effectivement, nous devons analyser et prendre des décisions dans le futur. Alain Weiss pourrait donc être remercié s'il n'arrive pas à corriger le tir lors des 5 prochains matchs. Ce soir, Nancy reçoit le leader Monaco, pas franchement l'adversaire idéal pour se relancer. Et le match, ce sera à 20h. Monaco, c'est aussi l'adversaire en football de l'Est Nancy-Lorraine cet après-midi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les Rouges et Blancs qui vont tenter de poursuivre leurs efforts. Monaco-Nancy, c'est à 17h. Voilà pour toute l'actualité, la mi-journée en Lorraine. Dans un instant, Catherine Matoche pour l'édition nationale du 12-13. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Très bel après-midi à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. I may be